Bonjour, on est entouré de géants, n'est-ce pas? Des ponts, des bâtiments, des tours, des colosses de béton et d'acier qui ont l'air indestructibles. Et pourtant, à l'intérieur de chacun d'eux, c'est une toute autre histoire. Une bataille invisible se joue à chaque instant, une lutte constante contre des forces cachées. C'est cette bataille qui décide de tout. Est-ce que ça va tenir des siècles ou s'effondrer en un clin d'œil? Allez, on va décortiquer ça ensemble pour vraiment comprendre ce qui maintient notre monde debout. Pour saisir pourquoi les structures tiennent bon, le plus parlant parfois, c'est de commencer par le moment où elles lâchent. Regardez-moi cette image. Elle est assez forte. C'est l'effondrement d'un pont de chemin de fer en Russie à la fin du 19e siècle. Et là, on ne voit pas juste du métal tordu, on voit le rappel brutal de ce qui arrive quand cette fameuse bataille invisible est perdue, quand les calculs, les matériaux ne sont tout simplement plus à la hauteur. Ce qui nous amène à la question au cœur de tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que des structures qui nous paraissent si solides peuvent s'écrouler d'un coup? La réponse, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Non, il faut aller voir bien plus profondément, à l'intérieur même des matériaux. Pour trouver cette réponse, on doit plonger dans le monde des forces internes. Ce sont toutes les contraintes que les matériaux doivent encaisser sans cesse pour que l'ensemble de la structure reste en équilibre. Alors, la première force essentielle, c'est l'effort tranchant. C'est simple à imaginer, prenez des ciseaux et une feuille de papier. La force n'écrase pas le papier, elle le tranche net. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une poutre. Il y a des forces qui essayent de la cisailler en deux. La deuxième force, c'est le moment fléchissant. Pensez à un plongeoir. Quand on est tout au bout, il se courbe, il plie. Cette tendance à fléchir, c'est causé par une force interne qu'on appelle le moment fléchissant. C'est une sorte de force de rotation qui va étirer le bas de la poutre tout en comprimant le haut. D'accord, mais comment les ingénieurs font pour voir ces forces invisibles? Évidemment, ils ne naviguent pas à l'aveugle. Ils ont un outil fondamental pour ça, les diagrammes des efforts internes. Voilà, ça c'est le langage mathématique qui est derrière tout ça. Ces équations, elles peuvent avoir l'air un peu complexes, mais ce qu'elles nous disent, c'est que la charge appliquée, l'effort tranchant et le moment fléchissant sont tous connectés. Si on change l'un, ça affecte directement les autres. Et voilà l'astuce pour les décrypter. La pente du graphique du moment fléchissant à n'importe quel endroit nous donne la valeur exacte de l'effort tranchant. Par exemple, là où la flexion est maximale, eh bien l'effort tranchant, lui, il tombe à 0. C'est un point critique. En lisant ces diagrammes, on peut donc pointer précisément du doigt les endroits où les contraintes sont les plus fortes et donc où la structure est la plus vulnérable. Et pour créer cette sorte de carte des contraintes, les ingénieurs suivent un protocole très strict. Ça commence par un schéma, on calcule les forces extérieures, puis, dans l'idée, on coupe virtuellement la poutre pour analyser les forces à l'intérieur. Et en reportant toutes ces valeurs sur un graphique, on obtient cette visualisation complète qui révèle tous les points faibles. Mais attention, une structure ne casse pas toujours parce que la force est trop grande. Parfois, elle s'effondre à cause d'un phénomène bien plus sournois, bien plus soudain, le flambement. Il y a cette citation de l'ingénieur belge Arthur Vierendel qui est juste incroyable. Il dit « Sur 10 écroulements, 8 dus au flambage, 8 sur 10 ». Ce chiffre montre bien que le flambement, ce n'est pas un petit problème anecdotique. C'est la cause numéro 1 des effondrements pour les structures métalliques qui sont en compression. Et c'est justement ça qui le rend si dangereux. Contrairement à une poutre qui va se fissurer, qui va se déformer lentement et nous prévenir, le flambement, c'est une perte de stabilité. La rupture est brutale, elle est totale et surtout, elle arrive sans aucun signe avant-coureur. Mais alors, ça vient d'où ce phénomène? Ça vient de l'imperfection. Parce que dans le monde réel, un poteau n'est jamais parfaitement droit. Jamais. Et une charge n'est jamais appliquée pile poil au centre. Ces minuscules défauts, qu'on ne voit même pas à l'œil nu, ce sont eux le point de départ du désastre. C'est cette petite imperfection, ce qu'on appelle l'excentricité, notée E, qui met le feu aux poudres. C'est elle qui transforme une force de compression toute simple en un énorme problème de flexion. La charge P, multipliée par cette toute petite distance E, ça crée un moment fléchissant. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux. Ce moment fait plier un peu plus le poteau, ce qui augmente l'excentricité, ce qui augmente le moment. C'est une réaction en chaîne qui mène droit à la catastrophe. Voyons maintenant comment les ingénieurs arrivent à modéliser cette différence fondamentale entre une structure parfaite, théorique, et la réalité, avec ses imperfections. Il y a des classifications très précises pour ces types de ruptures. Alors, dans le meilleur des cas, on a ce qu'on appelle un comportement stable. Sur ce graphique, la charge c'est N et la déformation c'est delta. Pour une colonne parfaite, la ligne monte tout droit et puis hop, elle bifurque à la charge critique NCR.
La structure flambe, d'accord, mais comme la courbe continue de monter, elle peut encore supporter une charge. Elle a juste trouvé un nouvel équilibre, mais en étant déformée. Mais voilà le scénario catastrophe, le comportement instable. Ici, une fois que la charge atteint son maximum, regardez comment la courbe plonge d'un coup. La capacité de la structure à tenir la charge s'effondre littéralement. Il n'y a pas de nouvel équilibre possible, c'est juste la rupture directe et catastrophique. Et enfin, on a le comportement asymétrique. Là, c'est le plus complexe. Tout dépend du sens du défaut initial. Regardez bien, si l'imperfection part dans un sens, la courbe monte et la structure reste stable après avoir flambé. Mais si elle part dans l'autre sens, la courbe monte, puis redescend brutalement, et elle devient instable, elle s'effondre. La sécurité de l'ensemble dépend alors de la nature même de ces défauts invisibles. Bon, pour résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que les structures mènent en permanence une bataille invisible contre les forces internes. Ensuite, que les diagrammes d'effort, c'est un peu comme des lunettes spéciales qui nous permettent de voir cette bataille et de trouver les points faibles. Troisièmement, que le flambement, c'est une autre bête. C'est une perte de stabilité, pas un manque de force. Et enfin, le plus important, la clé de la sécurité, c'est de bien comprendre le fossé qui existe entre la théorie parfaite et la réalité qui, elle, est toujours imparfaite. Tout ce qu'on a construit autour de nous repose donc sur cette lutte de tous les instants. La prochaine fois qu'on traverse un pont ou qu'on entre dans un gratte-ciel, on peut y penser. Quelles batailles silencieuses sont en train de se jouer là maintenant, au plus profond de l'acier et du béton?